Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va parler performance athlétique et musculation. Je vais vous expliquer pourquoi les répétitions maximales et les 1RM ne donnent aucune information pertinente sur la performance d'un athlète et ne sont en aucun cas des indicateurs de performance. Alors là il y en a qui se disent ouais, mais qu'est-ce que tu me racontes là? On dit que dans l'industrie du fitness, si on ne fait pas X nombre au back squat, X nombre au développé couché, X nombre au soulevé de terre, eh bien on n'est pas fort, on n'est pas un athlète performant, on n'est pas ci, on n'est pas ça. Et tout ça, c'est du bullshit. C'est des conneries pures et dures. Et pourquoi j'ai voulu faire cet épisode? Eh bien, j'ai fait cet épisode parce que à chaque fois que je poste une story sur Instagram, quand je fais un exercice conventionnel, des patterns de mouvement, eh bien, j'ai tout le temps quelqu'un qui vient me commenter, m'envoyer un DM en disant « Ah, mais c'est quoi ta rep max ?» Alors, je sais pas si ces gens cherchent simplement à satisfaire leur ego en se comparant à moi, en disant « Ouais, moi, je fais plus » ou alors « Je dois travailler, je dois faire moins » ou alors tout simplement, ils suivent ce que l'industrie du fitness a mis dans nos têtes. L'industrie du fitness nous a mis dans la tête que les nombres qu'on allait atteindre dans ces patterns de mouvement, squat, soulevé de terre et développé couché, c'était vraiment tout ce qu'il fallait savoir. Okay? Si on ne fait pas ça, si on ne connaît pas tout ça, eh bien, voilà, vous n'êtes pas un bon athlète. Et c'est des conneries. Et la vérité, c'est que en vrai, je ne sais même pas quels sont mes reps max. À la fin de l'épisode, je pourrais vous dire mes anciennes reps max. Mais pourquoi je ne sais pas? Parce que je m'en fous. Parce que j'en ai rien à faire. Et pourquoi j'en ai rien à faire? Parce que ça ne m'apporte absolument rien d'utile de tester mon 1RM. Ça ne me dit absolument rien sur mes performances. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube à l'époque en expliquant pourquoi d'ailleurs je pense que la plupart des gens, la population générale et les athlètes de haut niveau ne devraient pas travailler sur leur 1RM et chercher à tester leur 1RM. C'est contre-productif selon moi. Parce que si on regarde le ratio risque-récompense, eh bien ça ne va pas en notre faveur. Il y a beaucoup trop de risques pour la récompense qui va nous être donnée. Alors, bien entendu, ça c'est une raison, mais dans cet épisode, je vais aller chercher un peu plus dans les détails. Et du coup, j'ai posté ce que je vous dis là hier en story sur Instagram et j'ai eu des réponses qui étaient assez marrantes. On a eu deux camps. Dans un camp, des gens qui ont utilisé mon argument pour essayer de confirmer leur biais de confirmation en disant « Ouais, c'est vrai, ça sert absolument à rien de faire de la musculation. Il y a des gens qui font pas de musculation et ils sont super forts sur le terrain, ils sont super chauds. Par conséquent, il faut pas faire ces exercices de renforcement. » Et de l'autre côté, eh bien, on a des gens qui disaient « Non, mais les gens qui font 2 fois leur poids de corps back squat, ils sont forts. » Ok, donc on va élaborer un peu là-dessus. Du coup, je vais organiser le podcast de la manière suivante. Dans un premier temps, je vais chercher à apporter de la nuance à mes propos. Okay? Parce que malheureusement, on vit dans un monde, comme je viens de vous le mentionner, les gens vivent à chaque fois dans les extrêmes. On n'est jamais dans la zone grise, ok? On se trouve jamais au milieu, on n'arrive pas à apporter de la nuance. Mais bien entendu, Kevin, le capitaine de la team No Bullshit et de la team Nuance, je crois que c'est la nouvelle team qu'on va créer ensemble, eh bien, je viens élaborer un peu plus là-dessus. Dans un deuxième temps, eh bien, on va définir ensemble quels sont les indicateurs de progrès et de performance qui sont pertinents. Si le 1RM au back squat, au soulevé de terre et au développé couché ne sont pas pertinents, eh bien dans ce cas-là, qu'est-ce qui est pertinent? Et finalement, je vais vous expliquer comment et pourquoi on utilise des exercices de musculation pour améliorer nos performances. Parce que bien entendu, si vous me voyez les faire, c'est parce qu'il y a une certaine utilité. Mais il faut comprendre la subtilité derrière tout ça, ok? Donc commençons directement par les réponses que j'ai eues. Donc dans un premier temps, j'ai eu ces gens qui m'ont dit « Ouais, moi j'ai que mon pote, mon collègue qui fait du sport avec moi dans leur contexte, basket, foot, etc. Il fait que du gainage, il est super solide, il n'y a personne qui le bouge, etc. Et donc voilà, il fait pas de musculation, donc il ne faut pas faire de musculation. » En gros, c'est comme si on utilisait l'exemple suivant. C'est comme si on disait « Voilà, moi j'ai mon voisin, il est multimillionnaire, il n'a jamais travaillé. Par conséquent, moi je vais devenir multimillionnaire, mais je ne vais pas travailler. » Eh bien, ça ne va pas fonctionner. Tu vas rester broke, mon ami. Tu vas rester fauché, ok? Et c'est le même cas ici. Donc, c'est une mauvaise analyse et compréhension des choses, ok? Si le message que j'aurais à donner à cette personne-là qui est déjà performante dans son sport, eh bien, je dirais, hey, là, tu es déjà très fort. Mais tu pourrais devenir encore plus fort. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut arrêter avec ce côté médiocre. Et surtout, il ne faut pas interpréter mes propos de la mauvaise des façons pour confirmer vos biais de confirmation. Okay? Donc, si tu es déjà fort sur le terrain et que tu ne fais rien pour devenir plus fort, eh bien, crois-moi, en faisant du travail général au spécifique, eh bien, tu deviendras encore plus fort. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et c'est comme ça qu'il faut implémenter son travail de renforcement pour devenir plus performant athlétiquement. Et du coup, on a l'autre camp qui m'a dit
Mais si tu fais 2 fois ton poids de corps au back squat, c'est que tu es plus fort. Ok, tu es plus fort, mais plus fort que quoi? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qui détermine ou qu'est-ce qui définit le terme fort? Je comprends pas. Et il faut savoir un truc, c'est que dans l'industrie du fitness, voilà, on a tout analysé à travers la lentille de ces 3 patterns de mouvement et à travers la lentille de ces nombres arbitraires qu'on nous a donnés sur ces patterns de mouvement. Et l'industrie du fitness, vous allez entendre beaucoup d'experts vous dire qu'il faut atteindre X nombre ou X pourcentage sur votre back squat, soulevé de terre et développé couché pour être considéré comme fort. En l'occurrence, les nombres sont les suivants dans l'industrie. On dit qu'il faut faire 1,5 fois son poids de corps au développé couché. Donc si vous faites 100 kg, il faut pousser 150 kg au développé couché. Donc ça doit être votre 1 RM. Au back squat, on dit qu'il faut faire 2 fois son poids de corps. Et pour le soulevé de terre, il faut faire 2,5 fois son poids de corps. Ça me fait bien rire tous ces nombres-là. Du coup, on a créé... Faut pas oublier que ces mouvements-là sont des mouvements qui ont été créés par l'homme. Okay? On a créé ces mouvements avec certaines contraintes. Il faut les faire de telle et telle façon. Mais en vrai, ce sont simplement des mouvements. Okay? Des mouvements prédéfinis, créés avec des contraintes qu'on doit respecter pour rentrer dans la catégorie de gens qui font ces mouvements-là. Mais en vrai, ça ne veut absolument rien dire. Il n'y a rien de concret derrière tout ça. Et en gros, ces chiffres-là ne sont en aucun cas représentatifs de la performance ou de la capacité à performer qu'une personne a. D'accord? Ce sont des chiffres, des nombres arbitraires donnés sur des mouvements arbitraires et qu'on utilise arbitrairement pour juger la performance de tous les athlètes. Du coup, peu importe dans quel contexte vous êtes, on va vous dire hey, si tu fais pas 2 fois ton poids de corps, t'es pas fort. Ah les gars, c'est quoi? C'est quoi ces histoires? Ça ne veut absolument rien dire. Et c'est un peu ce que je disais dans mes stories sur Instagram. Du coup, j'ai dit, hey, ok, si vous croyez vraiment en cette théorie, cette fantaisie que l'industrie du fitness vous a fait croire, eh bien comment on explique que dans certains contextes, certains sports, eh bien on se retrouve avec des gens qui sont extrêmement forts dans leur contexte, mais qui n'arrivent absolument pas à rentrer dans ces critères prédéfinis de l'industrie du fitness. J'ai donné des exemples. Si vous travaillez avec des combattants, d'accord, dans tous les sports de combat, eh bien, vous allez vous retrouver avec des gens qui sont extrêmement forts. Des gens, si je pense à des lutteurs ici, qui arrivent à soulever des personnes, c'est incroyable. Les souplexes, etc., les techniques de lutte, il faut soulever un être humain qui essaie de se débattre. Croyez-moi, c'est beaucoup plus dur que faire votre back squat à 2 fois votre poids de corps. Okay? Des gens qui envoient un coup de poing qui peut vous briser les côtes, et qui donne des coups beaucoup plus forts que le powerlifter qui qui fait un développé couché à 3 fois son poids de corps. Okay? Donc c'est ça qu'il faut garder en tête. Qu'est-ce qu'on dit à cette personne-là? À cette personne-là qui met un coup de poing qui est beaucoup plus puissant qu'un powerlifter qui fait 2 fois, 1,5 fois, 2 fois son poids de corps au développé couché. On lui dit quoi? On dit que t'es pas fort? T'es pas fort parce que tu fais pas 2,5 fois ton développé couché, ton poids de corps. Comment les gars, il faut vous réveiller, ok? Et pour vous dire la vérité, moi, dans le monde du combat, parce que c'est le monde que je maîtrise et que je connais, eh bien, la plupart des combattants que je connais n'arrivent pas à faire des performances de fou dans la salle de musculation. Ils ne lèvent pas 2 fois leur poids de corps au développé couché, au squat, au bench press, etc. Enfin, comment ça s'appelle, le soulevé de terre. Donc voilà, ça veut absolument rien dire. J'ai utilisé d'autres exemples. Les danseurs. Les danseurs, pour moi, sont des athlètes extraordinaires. Et la plupart d'entre eux ne savent même pas ce qu'est un soulevé de terre, d'accord? Mais ils sont extrêmement forts. Ils arrivent à se mettre dans des positions extrêmes dans lesquelles la plupart des gens déchireraient complètement leurs ligaments, leurs tendons, etc. Okay? Comment on explique ça? Est-ce que ces personnes ne sont pas fortes? Quand je vois un breakdancer, les breakdancers sont extraordinaires. Ils se mettent dans des positions, leur nuque, des handstands, leur colonne vertébrale. C'est quoi? Ils sont pas forts, eux? N'importe quel powerlifter qui rentre dans les standards donnés par l'industrie du fitness se casserait complètement en deux. Toutes les parties de son corps seraient complètement cassées. D'accord? Donc, on dit quoi? Ils sont pas forts, les breakdancers? Ils sont pas forts, les danseurs qui se mettent dans des positions de ouf? Comment on explique ça, les gars? Ok? Donc, il faut arrêter de créer des trucs arbitraires pour juger les gens, pour juger les athlètes. Ça ne veut absolument rien dire, ok? Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a de la spécificité dans chaque sport, ok? Donc, comme je l'ai expliqué, je vous ai donné 2 exemples ici, mais ce qui va déterminer un combattant
en tant que fort ou un danseur en tant que fort, eh bien c'est dans leur contexte, ok, dans leur spécificité. Et c'est ce qu'il faut garder en tête. Du coup, ça me permet de transitionner à la deuxième partie de ce podcast qui est quels sont les indicateurs qu'on peut utiliser pour juger nos performances. Eh bien, comme expliqué, il y a toujours ce concept de spécificité qui s'applique, ok. Chaque sport est particulier. Avec chaque sport, on place des contraintes bien spécifiques sur notre corps. Par conséquent, on est jugé par rapport à ces contraintes-là et on veut devenir meilleur par rapport à ce contexte-là, par rapport à ces contraintes-là qu'on place sur notre corps. Okay? Donc, ce que j'entends par là, c'est qu'au final, les indicateurs qu'on va utiliser pour mesurer notre progrès, eh bien, ce sont ceux qui correspondent à notre sport. Aussi simple que ça, ceux qui correspondent à notre sport. Alors, pour apporter un peu plus de nuances ici, pour tous les sports de force, quand je dis sport de force, je parle ici du powerlifting, je parle ici du weightlifting, du crossfit éventuellement, du streetlifting. Ce sont des sports qui consistent à soulever le plus de poids possible. Donc là, bien entendu, les nombres ont leur importance et les contraintes auxquelles ils font face, eh bien, sont les mouvements prédéfinis qu'on a nommés. Les squats, les deadlifts, etc., etc. Donc, bien entendu que pour leur sport, eh bien, ça a une importance. Pour leur sport, c'est pertinent de savoir ces nombres et de tester ces nombres parce que ça fait partie des contraintes du sport. Si je prends un coureur ou un sprinter, eh bien, on va être jugé sur la distance qu'on arrive à parcourir sur un certain temps. Et on essaie de parcourir cette distance en le moins de temps possible. Okay? C'est comme ça qu'on dit, ah, cette personne est plus forte ou elle est plus performante, pour utiliser les termes corrects. Okay? Dans chaque contexte, eh bien, on doit mettre le tout dans chaque contexte. Et c'est ce que je voulais expliquer ici. Donc, il faut oublier cette idée de, hey, pour être fort, il faut atteindre X nombre donné arbitrairement par l'industrie du fitness. Ça dépend uniquement du contexte. Donc, finalement, on se dit, ok, le back squat, le 1RM au back squat, le 1RM au développé couché, le 1RM au soulevé de terre, ça ne nous dit pas grand-chose. Alors, pourquoi on les fait? Pourquoi on fait ces exercices? Et là, je sais déjà qu'il va y avoir le premier camp de personnes qui va me dire « Ah, mais tu vois, Usain Bolt, un sprinter d'élite par exemple, Usain Bolt, il fait 140 kg au squat clean ou au clean, etc. » Et c'est l'argument qu'on va utiliser. On va dire « Tu vois, lui, il court super vite, parce qu'il fait 140 kg au squat clean. » Et c'est là où on utilise des mauvais liens de corrélation et des mauvais liens de causalité. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, shameless plug, dans mon programme Mentorship, le premier module est axé uniquement sur l'esprit critique pour ne se pas laisser pour ne pas se faire avoir par ce genre d'informations qui sont manipulées et qui ne veulent absolument rien dire. Et la vraie question, c'est ça. C'est est-ce que Usain Bolt court vite parce qu'il fait 140 kg au squat clean, par exemple, ou est-ce que Usain Bolt fait 140 kg au squat clean parce qu'il court vite? Je vous laisse réfléchir, 3 heures, vous m'envoyez une dissertation, on l'aura compris, c'est simple. Usain Bolt, il fait 140 kg au squat clean parce qu'il fait des sprints très vite, ok? Et pas l'inverse, d'accord? Donc, il faut arrêter de manipuler les informations de la mauvaise façon. Et il y a un autre compte qui va me dire, ah mais quand j'ai vu ma performance augmenter, j'ai vu mes back squats augmenter, le nombre donné sur ces patterns de mouvement augmenter, et bien ma performance athlétique dans mon sport, dans mon contexte, dans mon environnement a augmenté également. Et alors là, il y a un lien de corrélation, d'accord? Et il est éventuellement pertinent. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce qu'il nous dit que la performance a augmenté à cause du back squat, à cause du deadlift? Non, c'est pas ça, ok? Donc là, on va rentrer dans la partie qui est un peu plus technique. Ce qu'il faut comprendre ici, et mon message, et c'est le message que j'aimerais faire passer, c'est que tous ces exercices qu'on va faire dans la salle de musculation doivent être complémentaires. Ça ne doit pas être la chose principale. Et il ne faut pas s'attarder uniquement sur ça. Donc là, je parle principalement aux gens qui ont un sport externe à la salle de musculation, ok? Ça doit être complémentaire, ça ne doit pas être principal. C'est quelque chose qu'on va utiliser pour complémenter notre sport de prédilection, ok? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la beauté de l'entraînement en salle de musculation, c'est que ça nous permet d'enlever certaines contraintes qu'on va avoir dans notre environnement sportif. Je m'explique ici et j'essaie de le faire le plus simple possible. Lorsqu'on fait un sport, eh bien, notre corps va devoir exécuter un mouvement. Et dans ce mouvement, eh bien, il y a plein de trucs qui vont interagir. Il y a plein d'articulations qui vont interagir,
plein de muscles qui vont interagir d'une certaine façon, plein de systèmes du corps qui vont interagir ensemble de manière très complexe. De manière tellement complexe qu'on n'arrive pas à l'expliquer, d'accord? C'est pas moi qui le dis, ça s'appelle la théorie des systèmes dynamiques, ok? Dynamic Systems Theory. Donc allez la chercher pour ceux qui veulent faire leur petite recherche ici, ok? Donc en gros, le corps va organiser le mouvement de la meilleure des façons. Pas de la meilleure des façons selon les règles de la biomécanique, ce qui a été défini par l'humain, par des calculs mathématiques, mais selon ce qui se passe sur le moment, ok? Donc, en gros, votre corps, quand vous allez faire une course, vous allez poser votre pied gauche, il va taper dans le sol, ok? Strike, je ne sais pas comment on dit ça en français, taper dans le sol. Ensuite, vous allez ramener votre pied droit, et sur votre pied droit, eh bien, la pente n'est pas super, il y a, je sais pas, il y a une flaque d'eau, ça glisse un peu, eh bien, les muscles qui vont être engagés, la façon dont vous allez poser votre pied, ensuite votre genou, etc., ne va pas exactement être la même que la foulée précédente. Okay? Pourquoi? Parce que votre corps a trouvé la meilleure façon d'organiser le mouvement dans ce moment précis. Et la beauté de la salle de sport, au final, ce que j'essaie de dire ici, c'est que on arrive à créer certaines contraintes en disant, hey, tu vois, tous ces trucs compliqués autour de toi, on va les enlever. On va les enlever pour pouvoir améliorer ce truc-là précisément. Donc si je donne encore une fois un peu plus de spécificité ici, on va utiliser des termes pour que ça soit plus simple à comprendre. Hey, moi j'ai envie que tu cours plus vite, ok? Et pour courir plus vite, eh bien je dois améliorer la force de tes ischio-jambiers, la force que tes ischio-jambiers arrivent à produire. Parce que si tu arrives à produire plus de force à travers tes ischio-jambiers, eh bien tu vas pouvoir te propulser plus rapidement ou plus fortement vers l'avant. Cool? Tout le monde me suit jusque-là. Mais quand on le fait dans le contexte de la course, eh bien, il y a plein de variables à prendre en considération. Maintenant, nous, on enlève toutes ces variables, on dit, hey, là, on se concentre 100% sur les ischio-jambiers. Quand on court, on va pas avoir 100% d'ischio-jambiers parce que le corps va dire, hey, non, là, je vais utiliser que 60%, là, 70, 70%, là encore 60%, et je vais mettre un peu plus de quadriceps, un peu plus de muscles autour de la cheville, etc., parce qu'il trouve le meilleur moyen. Mais nous, dans la salle de sport, on peut dire, hey, non, non, on enlève tout le reste, 100% ischio-jambiers. Et c'est ça la beauté de la salle de sport. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'on enlève toutes les contraintes et on arrive à placer exactement les contraintes qu'on veut et à les contrôler plutôt. Pas les placer, on arrive à contrôler les contraintes. Et c'est ça qui est beau. C'est-à-dire que je peux me concentrer uniquement sur les trucs que j'ai envie de développer. Okay? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que en salle de sport, votre corps ne parle pas la langue du back squat. Votre corps ne parle pas la langue du soulevé de terre. Il ne parle pas la langue du développé couché. Votre corps parle la langue de la force. Donc, simplement, ce qu'on essaie de faire, c'est placer de la force sur ces tissus pour que ces tissus deviennent plus forts, pour qu'ensuite ils puissent être intégrés dans le mouvement, dans notre contexte, dans notre sport respectif, et qu'ensuite ils puissent performer avec plus de force, ok? Parce que finalement, ce qui compte ici, c'est de la force, ok? Donc c'est pour ça que l'entraînement en salle de sport a beaucoup de valeur. Les back squats, les soulevés de terre, les développés couchés ne sont que des outils qui vont nous permettre de produire plus de force pour créer l'adaptation qu'on souhaite créer. Si je reprends l'exemple ici de la course et des ischio-jambiers. Quand on court, comme je l'ai dit, le corps trouve le meilleur moyen de le faire, mais il n'utilise que 60% d'ischio-jambiers. Le reste des 40% du mouvement est réparti à travers d'autres muscles, quadriceps, les mollets, etc., etc. Et là, imaginons, on donne des chiffres arbitraires ici pour l'exemple, les ischio-jambiers arrivent à produire 60 kg de force. Okay? 60 kg. Maintenant, moi, à la salle de sport, je vais entraîner spécifiquement les ischio-jambiers. Pour ceux qui font le programme Mentorship, on peut entraîner exactement certaines lignes musculaires. Et du coup, on les entraîne, et du coup, on arrive à produire maintenant 200 kg de force maximale sur les ischio-jambiers, alors qu'avant, on n'arrivait à produire que 100 kg, disons. Maintenant, quand je vais retourner à ma course et que je vais utiliser encore 60% de mes ischio-jambiers, maintenant, les 60% ne représentent plus 60 kg, mais 120 kg. Ce qui veut dire que j'arrive à produire plus de force dans le sol, ce qui veut dire que je vais me propulser plus vers l'avant, ce qui veut dire que je vais augmenter mes performances. Mais ce n'est pas à cause du deadlift, c'est parce que j'ai augmenté la force que j'arrive à générer à travers mes ischio-jambiers. Donc on ne doit pas voir le tout à travers la lentille des exercices prédéfinis donnés par des contraintes arbitraires, d'accord, en utilisant des nombres arbitraires. On doit simplement comprendre que ce sont des outils qui nous permettent de générer plus de force pour qu'ensuite on puisse appliquer plus de force dans notre contexte. Et en vrai, on n'a pas besoin d'utiliser ces outils-là qui ont des noms. On peut très bien utiliser
d'autres outils qui n'ont pas de nom prédéfini, tant qu'ils nous permettent de générer de la force et de créer cette adaptation pour qu'on devienne meilleur. Donc les back squats, les deadlifts, etc. Ce sont simplement des outils. Et pour vous donner une petite astuce ici pratique, moi quand j'entraîne mes athlètes de haut niveau, j'ai aucun nombre en tête. Je me dis pas, ah là, sur le soulevé de terre, on doit faire X nombre, X kilos. Sur le back squat, on doit faire X kilos. C'est simple. Je place des contraintes prédéfinies. D'accord? On va mettre un focus là-dessus, sur tel groupe musculaire, de telle façon. On donne une rangée de répétitions. Personnellement, on travaille plutôt sur 2 à 5 reps pour donner très large ici. Et on veut maximiser l'entraînement le jour même. Donc, on va faire le max qu'on arrive à faire en respectant ces contraintes-là. Et ce qui compte, c'est de faire le max. Parce qu'éventuellement, votre max, il augmente à chaque fois. Il augmente à chaque fois. Mais en aucun cas, il est défini par des nombres arbitraires. Donc voilà, c'était un peu mon message du jour pour vous dire que il faut simplement comprendre les choses voilà, avec détail, avec spécificité, pour ne pas être marié à des données arbitraires, à des exercices, etc., etc. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura été utile. Donc n'hésitez pas à le partager avec votre communauté, vos amis, etc. On ne sait pas, ça peut servir à quelqu'un qui se dit ah, je suis pas fort parce que j'arrive pas à faire 2 fois mon poids de corps au back squat. Et j'ai promis que j'allais vous dire mes reps max. Mes reps max au développé couché, à l'époque, j'étais très fort au développé couché. Je faisais 2 fois 155 kilos. J'ai pas de vidéo à l'appui. Il y en a qui vont dire la vidéo, on veut voir. Il n'y a pas, les mecs. Il n'y a pas. Et de toute façon, je m'en fous. Et back squat. Back squat, c'est quoi? Back squat 170, 170. C'est ma rep max. Et développé couché. Et soulevé de terre 215 kilos. 215 kilos. Mais je vais dire, back squat, je suis pas très fort, tout ça. Mais je vais trouver l'excuse. Comme l'industrie du fitness, c'est parce que j'ai des longs fémurs. C'est parce que j'ai des longs fémurs, les mecs, j'ai des longs trucs, je sais pas. On sait pas, voilà. Si ça m'arrange, j'utilise les conneries du fitness aussi. Je rigole, les amis. Dans tous les cas, nous, on se parle très bientôt. Allez, peace.